Bonjour à tous, alors ça fait plusieurs fois que je l'évoque sur la chaîne, mais j'avais jamais eu l'occasion de faire une vidéo spécifique dessus. Aujourd'hui, on va parler de la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, qu'est-ce que c'est? C'est la meilleure théorie dont on dispose à l'heure actuelle pour comprendre et expliquer le comportement de la matière au niveau microscopique. Microscopique, ça veut dire les atomes, et puis tout ce qu'il y a de plus petit que les atomes, et notamment toutes les particules comme les protons, les électrons, les photons, etc. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter 7 grandes idées qui sont vraiment au cœur de la mécanique quantique, et donc vous allez voir qu'elles sont toutes fortement contre-intuitives. Elles nous montrent que le monde au niveau microscopique fonctionne d'une manière bien différente de ceux dont on a l'habitude à notre échelle. La première idée, c'est la plus importante, parce que c'est celle dont tout découle. C'est peut-être aussi la plus choquante. On l'appelle le principe de superposition. Alors pour comprendre ce que c'est, on va commencer par considérer des objets qui sont macroscopiques. Alors par exemple une balle de tennis, ou bien la Lune, ou bien même un grain de sable qui voltige. Bon, tous ces objets, ils sont trop gros pour obéir aux lois de la mécanique quantique. On dit que ce sont des objets classiques. Si vous considérez un objet classique, comme par exemple une balle de tennis à un instant donné, elle a une certaine vitesse et puis elle se trouve dans une certaine position de l'espace. On dit qu'elle est dans un état bien défini. Et bien ça, au niveau quantique, ça n'est plus vrai. C'est-à-dire que les objets quantiques, ils peuvent être dans plusieurs états à la fois. Ça veut dire par exemple qu'un électron peut être à la fois ici et là, ou bien aller en même temps à 1000 km par seconde et à 2000 km par seconde. Un électron, il peut être dans deux états à la fois. C'est bizarre, non? Mais bon, va falloir vous y habituer parce que dans le monde quantique, ça se passe comme ça. Les objets peuvent être dans plusieurs états à la fois. Ils peuvent être dans plusieurs états superposés et c'est pour ça qu'on appelle ça le principe de superposition. Alors pour faire face à cette possibilité un petit peu bizarre, les physiciens ont été obligés d'inventer une notation particulière. On va décrire chaque état entre une barre et un crochet comme ça, et donc par exemple pour dire que l'électron va simplement à 1000 km par seconde, on écrit ça. Et quand un objet est dans plusieurs états à la fois, on ajoute les états, on les superpose, et donc par exemple pour dire qu'un électron va à la fois à 1000 et à 2000 km par seconde, on écrit ça. Dans cette histoire, on n'est pas du tout obligé de se limiter à superposer deux états. On peut en superposer 3, 4, 5 et même une infinité. Un exemple très classique, c'est que quand un électron tourne autour d'un proton dans l'atome d'hydrogène, il est sur tous les points de son orbite à la fois. Évidemment, vous voyez à quel point ça contraste avec ceux dont on a l'habitude au niveau macroscopique. Par exemple, la Lune, en ce moment, elle est sur un point de son orbite, elle n'est pas sur tous les points en même temps. Heureusement pour nous, toutes ces superpositions bizarres, elles n'existent qu'au niveau microscopique, elles n'arrivent jamais à notre échelle. Et d'ailleurs, c'était pour voir jusqu'où on pouvait pousser le concept que Schrödinger avait imaginé son expérience de pensée du chat, vous savez, le chat qui serait à la fois mort et vivant. Maintenant que je vous ai expliqué l'idée centrale de la mécanique quantique qui est celle du principe de superposition, je vais pouvoir en dérouler toutes les conséquences bizarres qui en découlent. Et la première concerne ce qui se passe quand on essaye de mesurer les objets quantiques. Prenons d'abord un objet classique, une balle de tennis. Si je la lance, je peux essayer de mesurer sa vitesse, par exemple en utilisant des espèces de radars qu'on trouve parfois sur les cours de tennis dans les tournois. Maintenant, prenons notre électron qui va à la fois à 1000 km par seconde et à 2000 km par seconde, et imaginons ce qui se passe si on le fait passer dans une sorte de radar à électrons. Alors si on fait ça, à votre avis, et qu'on essaye de mesurer sa vitesse, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver 1000? Est-ce qu'on va trouver 2000? Est-ce qu'on va trouver la moyenne des deux, 1500? En fait, rien de tout ça exactement. On va avoir une chance sur deux de trouver 1000 et une chance sur deux de trouver 2000. En mécanique quantique, quand on a des états superposés, les résultats des mesures dépendent en partie du hasard. On dit qu'il y a un indéterminisme. C'est-à-dire que si je refais 100 fois la même expérience avec un électron exactement dans le même état, je vais trouver 1000 une cinquantaine de fois et puis je vais trouver 2000 une cinquantaine de fois. Cette situation, elle est évidemment totalement différente de ce qui se passe avec les objets normaux comme les balles de tennis. Si vous mesurez 100 fois la même balle de tennis lancée exactement de la même manière, vous allez trouver 100 fois à peu près la même réponse. Vous n'allez pas trouver des choses très différentes comme ce qu'on pourrait avoir avec les électrons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce hasard quantique, il est vraiment intrinsèque, fondamental. C'est par exemple assez différent de ce qui se passe quand on tire à pile ou face, parce qu'on pourrait dire, oui, quand on tire à pile ou face, c'est pareil, il y a un indéterminisme, on ne sait pas à l'avance si on va trouver pile ou face, et on a une chance sur deux de trouver l'un et l'autre. Mais la différence, c'est que si vous tirez 100 fois de suite à pile ou face exactement de la même manière, en lançant la pièce exactement de la même manière, vous allez trouver 100 fois le même résultat. Et même si vous connaissez exactement la position de la pièce, sa rotation, sa vitesse, etc., vous pouvez au moins en principe prédire sur quel côté elle va tomber.
Et bien ça, en mécanique quantique, c'est pas possible. Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance quel va être le résultat de la mesure. Alors vous savez peut-être que cette idée de hasard quantique, elle choquait beaucoup Einstein, qui n'était pas du tout d'accord avec ça, et qui un jour avait lancé à Niels Bohr « Dieu ne joue pas au dé ». Ce à quoi Bohr lui avait malicieusement répondu « Mais qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?» Là, il répond rien, je l'ai cassé, j'ai gagné. Dans l'exemple que je vous ai donné avec mes vitesses d'électrons, on avait des probabilités de 50-50. Mais en fait, c'est pas obligé que ce soit toujours 50-50. Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est que quand on s'amuse à superposer des états, on peut le faire avec des proportions, un peu comme dans un cocktail. Donc on pourrait imaginer un électron qui soit pour 1/10 à 1000 km par seconde et pour 9/10 à 2000 km par seconde. Donc si vous avez un électron qui est dans cet état superposé, et bien si vous essayez de mesurer sa vitesse, vous allez trouver 2000 km par seconde dans 90% des cas et 1000 km par seconde dans 10% des cas. Depuis le début, je vous ai pris l'exemple de la vitesse d'un électron, mais il faut bien voir que ça, c'est vrai pour toutes les propriétés des particules au niveau quantique. C'est-à-dire que ça pourrait aussi se produire si on essayait de mesurer la position, l'énergie ou le spin d'une particule. En mécanique quantique, c'est intrinsèque, les résultats des mesures dépendent toujours en partie du hasard. Continuons avec les conséquences un peu étranges du principe de superposition sur la mesure. Alors on va reprendre notre électron qui va à la fois à 1000 et à 2000 km par seconde. On imagine qu'on le fait passer dans un radar et imaginons qu'on trouve 1000. Bon bah maintenant, supposez que juste derrière, je refasse passer cet électron dans un deuxième radar. À votre avis, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais trouver à nouveau 1000 ou 2000 à une chance sur deux? Eh ben non, en fait je vais trouver exactement la même chose que ce que j'avais dans la première mesure. Si j'avais trouvé 1000, je vais toujours trouver 1000, si j'avais trouvé 2000, je vais toujours trouver 2000. À la deuxième mesure, il n'y a plus d'indéterminisme, c'est comme si la première mesure avait forcé l'électron à choisir son camp et à décider à quelle vitesse il allait vraiment. La manière dont on l'interprète, c'est qu'on dit qu'avant la première mesure, l'électron est dans son état superposé, 1000 et 2000, et que la première mesure le force à aller dans l'état qui correspond à ce qu'on va mesurer. Donc dans ce cas-là, il sera ensuite uniquement dans l'état 1000. Et donc ensuite, quand on essaye de le remesurer avec un deuxième radar, on trouvera 1000 à tous les coups. On dit que l'électron n'est plus dans un état superposé, on dit que son état a été projeté ou réduit. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que le fait de mesurer la vitesse de l'électron a en fait considérablement affecté son état. Et c'est quelque chose de très général en mécanique quantique, on ne peut pas mesurer les états des objets quantiques sans les perturber fondamentalement. C'est évidemment très différent de ce qu'on a avec notre balle de tennis, puisque quand je mesure la vitesse d'une balle de tennis avec un radar, j'affecte pas tellement la vitesse de la balle de tennis. Je ne vais pas perturber sa trajectoire ni rien du tout. L'idée suivante, c'est une des plus connues et vous allez voir qu'elle découle aussi naturellement du principe de superposition. Donc on a dit qu'on avait la possibilité de superposer 2, 3, 4 et même une infinité d'états, et on a dit qu'on pouvait aussi les superposer en faisant varier les proportions. Bon, imaginons un électron qui, pour faire simple, va en ligne droite, et puis on va dire que cet électron, il est à la fois là, là et là. Et puis on peut s'amuser à faire varier les proportions, donc on peut dire qu'il est un petit peu plus au centre que sur les côtés. Bon, on peut pousser le concept plus loin, et considérer un électron qui serait un petit peu partout à la fois. Et donc on peut s'amuser à tracer une courbe sur cette ligne qui représente la proportion de trouver l'électron à cet endroit-là. Donc on peut imaginer par exemple une courbe qui décrirait un électron qui serait un petit peu ici, puis pas du tout là, puis à nouveau beaucoup ici, pas du tout là, et puis un petit peu là. Cette courbe, on l'appelle la probabilité de présence parce qu'elle décrit la probabilité de trouver l'électron sur chacun des endroits de notre ligne. Alors ça, c'était pour un instant donné. Maintenant, on peut imaginer que quand le temps s'écoule, cette probabilité, elle va changer, elle va bouger. Et donc là, vous voyez que ce qu'on a sous les yeux commence à se comporter pas mal comme une onde qui se propage, une onde de probabilité. Et vous voyez sur cet exemple qu'une particule qu'au départ on avait envie de décrire comme un objet ponctuel, finalement on se retrouve à la décrire plutôt par une onde. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps en mécanique quantique et qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Le fait que les objets ponctuels, ou qu'on croit ponctuels, se comportent en fait au niveau microscopique comme des ondes. Alors cette idée, elle ne devrait pas vous être totalement étrangère, puisqu'on sait notamment que c'est ce qui se passe pour la lumière. La lumière, suivant les circonstances, elle se comporte comme une particule, le photon, ou bien comme une onde, l'onde électromagnétique. Le fait que les particules de matière se comportent comme des ondes a plein de conséquences assez amusantes. Il y en a une que j'aime bien, c'est que quand une particule a l'air de se déplacer d'un point à un autre, en fait, elle fait le déplacement en empruntant à la fois tous les chemins possibles. Par exemple, si vous imaginez balancer des balles de tennis sur un mur dans lequel il y aurait deux fenêtres ouvertes, vous allez avoir un certain nombre de balles qui vont toucher le mur, et puis vous allez avoir des balles qui vont passer par la première fenêtre et des balles qui vont passer par la deuxième fenêtre.
Maintenant, si vous refaites l'expérience avec des électrons, alors on peut utiliser un canon à électrons, ça existe, et que vous balancez des électrons sur un écran sur lequel vous avez percé 2 trous, eh ben on peut montrer que si un électron passe par l'un des trous, en fait, il passe aussi un petit peu par l'autre trou. C'est-à-dire que l'électron, il emprunte à la fois tous les chemins possibles. Alors ça, c'est une expérience qui est vraiment très intrigante, et donc il faudra que je vous reparle un jour parce que c'est peut-être une des expériences les plus spectaculaires et les plus importantes de la physique du XXe siècle. Il y a une autre conséquence très bizarre du comportement ondulatoire de la matière au niveau microscopique, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Bon, alors reprenons nos balles de tennis qu'on balance, et puis imaginons qu'on les balance cette fois contre un mur sur lequel il n'y a pas de fenêtre. Bon ben, si je balance une balle, elle va rebondir, et si j'en balance 10, 100, 1 million, eh ben, elles vont toutes rebondir. A votre avis, qu'est-ce qui se passe si on fait ça avec des électrons? Il faut se souvenir qu'un électron au niveau microscopique, il est décrit par une onde. Qu'est-ce qui se passe quand je balance une onde contre un obstacle? Vous pouvez penser par exemple aux ondes sonores. Imaginez, vous êtes chez vous, vous écoutez de la musique un peu fort. Et puis vous avez un mur qui vous sépare de chez le voisin. L'onde sonore qui arrive sur le mur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être en partie absorbée, en partie réfléchie. Et puis il y en a toujours une toute petite partie qui va traverser le mur, qui va être transmise. Et donc votre voisin va entendre votre musique. Bon ben maintenant, si on transpose ça au cas de l'onde qui décrit un électron qu'on va balancer contre un obstacle, ça veut dire qu'il y a une toute petite partie de l'onde de probabilité qui va être transmise de l'autre côté. Et donc, ça veut dire qu'il y a une petite probabilité que l'électron se retrouve de l'autre côté de l'obstacle. Alors cette probabilité, elle est généralement faible, mais ça veut dire que si vous balancez un grand nombre d'électrons contre un obstacle, eh ben de temps en temps, tout se passe comme si, pour l'un de ces électrons, il y avait un petit tunnel qui s'ouvrait dans le mur et le laissait passer. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'effet tunnel. Alors l'effet tunnel, c'est par exemple lui qui permet de comprendre le phénomène de radioactivité. La radioactivité, c'est le fait qu'un noyau atomique peut se désintégrer en émettant généralement des particules. Et bien, l'émission de cette particule, on peut la voir comme résultant de l'effet tunnel. Pour comprendre ça, il faut imaginer qu'un noyau atomique, c'est tout un tas de protons et de neutrons en tas qui sont maintenus entre eux par ce qu'on appelle la force nucléaire forte. Il faut imaginer que c'est un peu comme s'ils étaient dans une pièce et qu'ils étaient confinés entre eux comme ça. Et puis ils sont très agités, et de temps en temps, sous l'effet du hasard, il y a un petit groupe de particules qui peut arriver à s'échapper en franchissant la barrière par effet tunnel. Et donc ça provoque l'émission d'une particule, et c'est ça qu'on appelle la radioactivité. Il faut savoir que l'effet tunnel a d'autres applications concrètes, et il y en a une qui est assez jolie, c'est ce qu'on appelle le microscope à effet tunnel. Le microscope à effet tunnel, c'est le premier microscope qui a permis, dans les années 80 je crois, de voir pour la première fois les atomes. Vous voyez sur tous les exemples que j'ai donnés que du fait de leur comportement ondulatoire, les particules quantiques, elles peuvent faire tout un tas de trucs vachement sympas que les particules classiques ne peuvent pas faire. Elles peuvent être à plusieurs endroits à la fois, elles peuvent passer par tous les chemins en même temps, et elles peuvent même traverser les murs. Donc ça a l'air d'être quand même vachement cool d'être une particule quantique. Sauf que là, on va voir une restriction qu'elles ont quand même, c'est que certaines de leurs propriétés sont quantifiées. Oui, parce qu'à ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi la mécanique quantique s'appelle la mécanique quantique. D'ailleurs, à une certaine époque, on l'appelait plutôt la mécanique ondulatoire, et étant donné ce qu'on vient de voir, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors pour comprendre pourquoi la mécanique quantique est quantique, on va retourner à nouveau à l'exemple d'un objet classique. On va considérer par exemple un satellite en orbite autour de la Terre. Bon, donc il est sur une certaine orbite, on peut mesurer le rayon entre le centre de la Terre et l'orbite du satellite, et à partir de ça, on peut calculer tout un tas de choses sur sa trajectoire, et on peut notamment calculer son énergie. Bon, il y a une formule pour ça. Donc là, j'ai placé mon satellite à une certaine orbite, et donc il a une certaine énergie, mais j'aurais très bien pu le mettre sur une orbite qui était juste un pouillème plus haute ou juste un pouillème plus basse. Et si j'avais fait ça, eh ben, son énergie, elle aurait été juste un pouillème plus élevé ou juste un pouillème plus faible. Mais il n'y a pas d'énergie interdite ou il n'y a pas d'orbite interdite. Et bien ça, au niveau microscopique, ça ne marche plus. Par exemple, un électron qui tourne autour d'un proton, il ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. En fait, il n'y a même que quelques valeurs d'énergie qui sont possibles. Alors une manière de l'interpréter, c'est de dire que c'est comme si l'électron n'avait que certaines orbites possibles et que ça lui soit absolument interdit d'aller sur les orbites intermédiaires. Donc du coup, ces orbites, ou plutôt ces niveaux d'énergie, on leur donne des numéros 1, 2, 3, 4. Et donc, le niveau d'énergie le plus faible, c'est le numéro 1, c'est-à-dire que c'est impossible d'avoir une énergie qui soit plus faible que ça, et ça veut dire d'une certaine manière que c'est impossible pour l'électron d'aller sur une orbite qui soit encore plus proche du proton. Et ça, c'est l'illustration du fait que pour un électron qui tourne autour d'un proton, l'énergie est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs possibles, ce qui est évidemment différent de ce qu'on a généralement en mécanique classique, où a priori, toutes les énergies sont possibles, on peut prendre une énergie de n'importe quelle valeur. Alors ce phénomène de quantification, on peut le trouver un petit peu bizarre, mais vous allez voir que c'est finalement une conséquence assez naturelle du fait qu'on traite les particules au niveau quantique comme des ondes.
Alors pour comprendre ça, vous pouvez penser aux ondulations d'une corde de guitare. Une corde de guitare, si elle est bien attachée à ses deux extrémités, elle ne peut vibrer que de certaines manières. Alors la manière la plus simple, c'est celle-ci, on appelle ça le fondamental, donc ça correspond à la fréquence la plus grave possible, mais elle peut aussi vibrer de cette manière-là, qui correspond à une fréquence 2 fois plus élevée, ou celle-ci, 3 fois plus élevée, etc. Donc pour la corde de guitare, vous voyez qu'il n'y a que certaines fréquences de vibration qui sont permises, et c'est absolument impossible de la faire vibrer à des fréquences qui seraient intermédiaires. On peut dire que les vibrations de la corde de guitare sont quantifiées. Eh bien, c'est à peu près pour la même raison que les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont quantifiés eux aussi. La dernière idée qu'on va voir, c'est une des plus connues, mais c'est aussi une des plus insaisissables, c'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on pouvait décrire les objets quantiques par des états. Et on peut avoir des états très simples, comme par exemple la vitesse est égale à 1000 km/s, ou bien la position est égale à 42. Comme un objet classique, il est généralement décrit à la fois par sa vitesse et sa position, on pourrait se demander s'il était possible de fabriquer un état quantique qui soit à la fois une vitesse et une position donnée, par exemple x égale 42 et v égale 1000. Eh bien non, ça c'est pas possible à cause du principe d'incertitude de Heisenberg qui nous dit qu'en mécanique quantique, on ne peut pas avoir un état qui décrive une particule dont la position et la vitesse sont toutes les deux parfaitement définies. Et même, plus vous êtes précis sur la définition de la vitesse, moins vous pouvez l'être sur celle de la position. En gros, plus on sait à quelle vitesse elle va, et moins on sait où elle est, et réciproquement. L'exemple extrême, c'est celui par exemple d'un électron qui irait simplement à 1000 km/s, comme on le supposait tout à l'heure. Et bien cet électron, ça veut dire qu'il peut se trouver à peu près n'importe où dans l'espace. Alors ce principe d'incertitude d'Heisenberg, il peut sembler complètement incompréhensible, mais on peut le percevoir en s'en référant à nouveau aux ondes sonores. Donc vous savez que le son est composé de fréquences, et quand vous enregistrez un signal sonore comme celui-ci, vous voyez généralement l'intensité du son en fonction du temps. Mais on peut aussi s'amuser à regarder sa décomposition en fréquences. On peut utiliser par exemple un logiciel de traitement du son. Et donc là, on peut repérer les fréquences du Do, du Sol et de leurs harmoniques qui correspondent aux notes que j'ai jouées dans l'accord. Et une chose que vous pouvez observer si vous jouez avec ces différentes décompositions, c'est que plus un son est bref, plus il va contenir de fréquences. Par exemple, un son de percussion sera très court dans le temps, mais il sera très étalé en fréquences. Et inversement, si vous voulez un son qui soit très pur en fréquences, c'est-à-dire qu'il ne contienne qu'une fréquence ou presque, ce son devra nécessairement être suffisamment long. On ne peut pas avoir à la fois un son qui serait très court dans le temps et très pur en fréquence. La raison, c'est que la durée et la fréquence d'un son sont deux choses qui sont irrémédiablement liées. Et bien, il se passe exactement la même chose avec la vitesse et la position des particules qu'on décrit comme des ondes de probabilité. Comme la position et la vitesse sont un peu les deux facettes de la même réalité, on ne peut pas spécifier à la fois parfaitement la position et la vitesse de la même manière qu'on ne peut pas avoir un son qui soit à la fois parfaitement localisé dans le temps et parfaitement localisé en fréquence. Bon, puis si tout ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez retenir que le principe d'incertitude de Heisenberg, c'est quand même essentiellement... Alors, je sais que j'ai garé la voiture, mais je sais plus où. Voilà, c'était les 7 idées les plus importantes de la mécanique quantique. Alors pour finir, quand même, une remarque qui peut paraître évidente, mais qui mérite quand même d'être faite. Ce que je viens de vous raconter là, c'est pas un cours de mécanique quantique. J'ai pas du tout parlé du formalisme, j'ai pas parlé des équations et tout ça, c'est juste de la vulgarisation. Donc ça veut dire que j'ai été obligé de prendre des analogies qui sont parfois un peu foireuses, j'ai été obligé de dire des choses imprécises, voire des fois des choses qui sont carrément fausses. Si vous voulez en savoir plus, j'ai écrit un petit billet sur mon blog qui précise pas mal de choses que j'ai racontées ici et je mettrai le lien quelque part. Voilà, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager avec le monde entier. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Ceux qui le souhaitent peuvent me soutenir sur Tipeee. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog qui s'appelle Science Étonnante. Merci et à bientôt.